Et nous sommes en direct. Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Excusez-nous, on a quelques minutes de retard. Donc, merci pour tous les participants. Je vois qu'il y a déjà une bonne dizaine de personnes connectées. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue au live meeting de Silcoa. Silcoa qui est en levée de fonds en ce moment sur la plateforme Lita.co, donc la plateforme d'investissement responsable. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau live. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Émilie Brosseau, je travaille chez Lita.co, j'anime des levées de fonds et j'accompagne notamment Silcoa depuis l'année dernière dans son augmentation de capital. Et donc, on a le plaisir aujourd'hui d'être avec Romain Lecault, cofondateur et CEO de Silcoa. Donc, merci Romain d'être avec nous aujourd'hui. Merci Émilie et merci à tous d'être là. C'est également un plaisir d'avoir cette occasion de parler un peu de notre entreprise et puis d'éclairer cette opportunité d'investissement. Tout à fait, mais c'est un vrai plaisir de retrouver Silcoa parce qu'en fait Silcoa, donc dans le cadre d'une augmentation de capital de 2 millions d'euros, avait déjà donc réalisé une première tranche d'1 million d'euros en juillet dernier. Et là, c'est donc une seconde tranche d'1 million d'euros qui est en cours de réalisation, dont 225 000 euros qui sont réservés aux citoyens Lita.co. Donc, pour rappel, Silcoa est en phase de pré-collecte, pour ceux qui ne savent pas, sur Lita.co. Donc, c'est une période dans laquelle vous pouvez réserver votre investissement. Et il y a aujourd'hui 350 000 euros d'intention d'investissement qui ont été réservés par plus de 270 personnes, dont vous faites partie sûrement. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir dans le chat. En bas à droite, vous avez un espace chat pour réagir tout au long du live. Et vous avez aussi un onglet questions dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions. On aura un petit temps d'échange à la fin pour poser toutes nos questions en direct à Romain. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si le son est bon. Et on va pouvoir commencer. Tout à fait. Je te laisse le micro. Voilà. Donc peut-être que c'est bon. Et puis donc on met la présentation plus grand, c'est ça. C'est ça. Ok, puis j'ai les petites flèches, super. Bon, donc peut-être que d'ailleurs certains d'entre vous avaient assisté à une présentation similaire il y a quelques temps ou avaient regardé déjà un peu les slides du deck proposés sur la plateforme. Alors, Silcoa, l'objectif de Silcoa, et la raison d'être de Silcoa, c'est finalement de favoriser des emballages qui soient le plus possible en papier et sous-entendu à la place du plastique, des emballages plastiques, et le tout grâce à finalement quelques atomes de plus, avec on va en parler, un traitement du papier qui n'apporte que très très peu de matière supplémentaire. On rappelle que la problématique, une problématique actuelle, c'est donc le remplacement des emballages en plastique d'une manière générale dans les produits industriels, avec tout un tas de réglementations et puis surtout de pression sociétale autour de ça. Le papier est clairement vu comme l'alternative principale, la plus crédible au plastique, pardon. Le problème, l'enjeu lié au papier, c'est sa sensibilité, sa manque de fonctionnalité, sa sensibilité notamment à la vapeur d'eau, à l'humidité en général. Et c'est justement le problème que tend à résoudre Silcoa. Alors, avant, donc un petit peu d'explication, avant d'en venir à la solution Silcoa, les solutions à base de papier, dans l'emballage, elles existent. Vous connaissez tous le papier pour emballer du fromage ou du jambon. Donc, des complexes, on va dire, à base de papier, il en existe. Donc, finalement, quels sont les enjeux liés à si on veut améliorer les qualités environnementales de ces complexes à base de papier? L'enjeu, il y en a deux principaux. Le premier, c'est de maximiser la part du papier, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait dans ce complexe, ce mélange entre papier et d'autres matériaux, il y ait le plus de papier possible. Et deuxièmement, que ce qui n'est pas du papier soit le plus green possible, c'est-à-dire notamment ne perturbe pas, ou le moins possible, la recyclabilité du complexe, et si possible, soit compostable et biosourcé. Et c'est pour répondre à ces deux enjeux que la solution Silcoa est là, puisqu'en fait, la solution proposée, c'est un traitement de surface
du papier. Alors quand on dit papier, je précise qu'il s'agit du papier, du carton, ou également des objets en cellulose moulée, hein, tels que la barquette que vous voyez à l'écran. Hein. Voilà. Donc c'est les matériaux cellulosiques sous toutes leurs formes. Donc un traitement de surface à une échelle extrêmement faible, à une échelle atomique, donc avec un apport de matière entre guillemets insignifiant. Et ce traitement apporte donc, c'est ce qui est illustré sur la gauche, hein, des performances nécessaires pour les emballages, et notamment la résistance à l'eau, à l'huile, à l'humidité, à l'oxygène, donc ce qu'on appelle communément les propriétés barrières. Et dans le même temps, ce traitement, notamment du fait de l'apport infime de matière et de sa nature, puisque c'est un matériau minéral, eh bien, ce traitement préserve complètement les propriétés de fin de vie, de cycle de vie du papier, à savoir la recyclabilité et la compostabilité. Il n'y a pas d'altération de ces propriétés-là du fait de ce traitement, ce qui est une singularité. Alors, une illustration, alors là, on va pas voir la vidéo, normalement, il y a une vidéo, mais bon, c'est dans le format, là, c'est un peu compliqué. En fait, vous avez l'illustration sur une barquette en cellulose moulée, là, qui est placée dans une machine à café, vous voyez. Eh bien, à gauche, vous avez une barquette en cellulose qui n'a pas subi le traitement Silcoa. Et à droite, vous avez la même qui a subi le traitement Silcoa. Vous voyez d'ailleurs qu'à l'œil nu, et d'ailleurs, vous l'auriez entre les mains, vous ne verriez pas de différence. Mais vous voyez à l'écran la différence de comportement. C'est-à-dire que dès que le café coule, d'un côté, ça traverse, ça s'imbibe, et de l'autre, il se passe pas grand-chose. Et vous avez sur la partie droite de l'illustration ce que ça donne au bout d'une journée, où d'un côté, c'est l'éponge complète, et de l'autre, eh bien, on n'a pas de traversée de l'emballage par le café. Voilà, c'est une illustration de la résistance au liquide. Une illustration plus récente, puisque ça fait l'objet d'une présentation au salon LuxPack, qui est un salon de l'emballage des produits de luxe, qui a lieu chaque année à Monaco. C'est une illustration avec une sorte de concept car, en fait, hein, d'emballage prototype qui a été présenté. Dans le domaine de la cosmétique, vous voyez le principe, en fait, c'est de remplacer un pot en verre par alors toujours un pot en verre, mais avec une cupule, un élément de recharge, en fait, qui évite de remplacer tout l'emballage. Et cette cupule, en l'occurrence, est justement en cellulose. Donc voilà, c'est une partie que le consommateur achèterait et remettrait dans le pot en verre plutôt que d'acheter un emballage complet. Et donc là, on a une illustration, voilà, d'une cupule en cellulose qui a subi ce traitement et qui montre des propriétés très 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 prometteuses en termes de tenue ce qu'on appelle le gras humide, en l'occurrence des crèmes là pour la cosmétique, c'est à la fois gras et humide. Et là, typiquement, le traitement, tout en conservant un matériau 100% cellulose, amène des propriétés de résistance jugées extrêmement prometteuses par les acteurs en question. Donc là, sur cet exemple-là, je m'étends un tout petit peu plus là-dessus, puisqu'en fait, Silcoa est partenaire de 2 acteurs déjà existants, des sociétés existantes, hein, le groupe Pochet du Courval notamment, et société Technicaps, qui ont présenté conjointement donc ce prototype lors du salon. Et l'objectif dorénavant, c'est d'industrialiser cette solution ensemble. Voilà. Alors ensuite, concrètement, comment ça marche cette affaire? Vous avez sous les yeux le pilote industriel qui a été réalisé voilà, dans les environs de Grenoble sur notre site. Donc, soit dit en passant, si on a cette photo sous les yeux, c'est grâce à la première levée de fonds. Enfin, disons la première partie de la levée de fonds, la première tranche dont parlait Émilie, hein, juste avant. Donc, en fait, sur la partie gauche de l'illustration, vous avez une cuve, hein, une cuve en inox, hein, on appelle ça un réacteur. Donc, concrètement, le procédé consiste à placer les produits à traiter, donc par exemple une pile de barquettes ou un rouleau de papier. Donc, j'insiste bien, un rouleau de papier, on ne déroule pas le papier, on le place en rouleau dans ce réacteur. Donc là, c'est un réacteur qui peut contenir déjà
quelques dizaines, centaines de barquettes et des rouleaux déjà d'une taille conséquente, hein, de quelques dizaines de centimètres à la fois de diamètre et de hauteur. Et ensuite, on va pendant d'une durée de l'ordre de 2 heures, de 2-3 heures, on va faire circuler des gaz. Donc c'est le pourquoi des armoires, des éléments qui sont situés à côté du réacteur. On va faire circuler, et puis tous les tuyaux qu'il y a, on va faire circuler des gaz dans ce réacteur. Et c'est la réaction de ces gaz entre eux, donc c'est une réaction chimique, qui va produire le fameux traitement de surface et au passage produire quelques couches atomiques d'une substance minérale à la surface de la cellulose. Voilà comment ça marche. Alors c'est un procédé en 2 mots en fait qui vient du domaine de la microélectronique. Hein, on appelle ça l'ALD, Atomic Layer Deposition. Et en fait l'innovation, il y a un brevet à la clé dont Silcoa a une licence exclusive. Donc l'innovation consiste à adapter en fait, à avoir adapté ce procédé-là aux matériaux cellulosiques et qui plus est aux matériaux cellulosiques qui sont empilés ou enroulés. C'est là l'innovation et qui rend cette technique crédible d'un point de vue industriel dans le domaine de l'emballage. En résumé, avec ce procédé, on a donc en fait, on permet d'augmenter, puisque comme on dote la cellulose de propriétés nouvelles, hein, et bien quelque part on a besoin de moins, soit de pas dans l'idéal, soit de moins recourir au plastique pour assurer ses propriétés de résistance au liquide, de résistance à l'humidité, etc. Donc voilà, donc en résumé, le processus permet d'augmenter la part de papier dans ces emballages à base de papier. Et à côté de ça, on a un procédé donc de type batch, hein, c'est-à-dire on traite des lots d'un coup par rapport à une bobine qui se déroule, par exemple, donc un procédé de type batch, qui présente des avantages en termes d'adaptation, d'intégration dans les dispositifs industriels existants. Il n'y a pas besoin de modifier quelque part les machines existantes chez les fabricants d'emballage ou les transformateurs de matériaux d'emballage. C'est quelque chose qui, en gros, va s'insérer entre 2 étapes sans modifier fortement l'existant. En termes de business model, alors sur cette slide, il y a plusieurs informations. En fait, il y a un peu une vue d'ensemble des différentes étapes. Sur la gauche, vous partez de la production de pâte à papier de base. Hein. Donc, vous avez des plaques sous différentes formes. Enfin, grosso modo, voilà, des plaques de cellulose. Derrière, on a quoi ? On a deux grands flux qui nous intéressent. Nous, on a le flux on va dire du papier pour des usages flexibles, hein, pour fabriquer des sachets, par exemple. Hein. Vous avez en haut à droite un sachet de biscuits en plastique, actuellement, essentiellement. Donc vous avez le flux donc des emballages flexibles, où on va passer par la production de papier, pour en parler, puis ensuite de transformateurs. Les transformateurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils partent du papier, et puis ils vont le mettre plusieurs couches, justement, pour obtenir différentes propriétés, et puis imprimer, etc. Et puis, en dessous, vous avez le flux des objets en cellulose moulée, donc des barquettes. Hein. Je remonte encore. Voilà, il s'agit de ce type d'objet. Hein, il existe de toutes les formes. Donc, les producteurs de cellulose moulée, pareil, ils vont partir de la cellulose, sauf qu'après, c'est un procédé tout à fait différent. Ils vont le remettre sous forme quasi liquide, le mouler, le sécher, et ça donne des barquettes. Voilà, donc dans les 2 cas, que ce soit les transformateurs ou les producteurs de cellulose moulée, notre objectif, c'est de leur vendre des réacteurs, donc de leur vendre l'équipement que vous avez vu avant. Hein. Grosso modo, ça ressemblera vraiment à ça. Peut-être un peu plus gros au niveau de la cuve, mais fondamentalement à peu près ce type d'équipement. Donc, de façon à ce qu'ils puissent réaliser le traitement chez eux, soit sur du papier, avant l'impression finale, par exemple, soit sur des barquettes avant de le livrer. Voilà, donc un business model d'équipementier.
de façon, voilà à peu près notre ambition, hein. On vise un équilibre autour de l'année 2027, un équilibre financier avec un chiffre d'affaires qui pourra atteindre 5 millions d'euros, voilà, avec quelques réacteurs vendus dans l'année. C'est à peu près l'ordre de grandeur de nos ambitions on va dire à court terme, sachant qu'à plus long terme, voilà, il est permis d'espérer des chiffres bien supérieurs, puisque le marché adressé par Silcoa, c'est évidemment la France, c'est l'Europe, c'est le monde. On a des acteurs de la transformation du papier ou de la cellulose moulée dans à peu près tous les pays. Voilà, donc voilà à peu près notre objectif et notre tendance. Donc là, en termes de roadmap financière, de levée de fonds, on a la levée, bon là c'est assez arrondi, hein, 2 millions d'euros, donc sur 2023-2024, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, avec la deuxième tranche donc, de ce deuxième million au sein de ces 2 millions. En parallèle de ça, on a quand même des financements, subventions, notamment avec l'ADEME, pour un montant maximal de 2 millions d'euros, hein, sachant qu'après ça dépend du rythme des dépenses réelles, etc. Enfin, voilà, on a quand même un support de l'ADEME conséquent. Et ensuite, on envisage une deuxième levée de fonds, plutôt à l'horizon fin 2025, fin 2025-2026. Et bien voilà, je crois que maintenant on peut. Alors pardon, non, excusez-moi, j'avais une dernière slide, pardon. C'est une slide sur l'équipe. Donc aujourd'hui, Silcoa, c'est très bientôt 9 personnes. À l'heure où on se parle, c'est encore 8, mais bientôt 9. Voilà, avec une équipe de fondateurs opérationnels qui compte 4 personnes. Donc moi-même, ainsi que Erwan et Olivier qui sont en haut, et Mathieu en bas à gauche. Et le reste de l'équipe se positionne à la fois sur le test, les solutions de matériaux, d'architecture de matériaux, ou la mise au point du procédé lui-même, le procédé qui sera donc vendu. Et la dernière embauche à venir, c'est justement un complément en R&D, optimisation, mise au point du procédé lui-même. Voilà, R&D process, qui arrive le 12 novembre exactement. Donc là, on sera 9 ce jour-là. Et là, cette fois-ci, c'est bien fini. Merci beaucoup, Romain. En effet, c'est vrai que finir par l'équipe, ça montre aussi les derniers recrutements que vous avez faits. Où je pense qu'on va pouvoir passer au temps questions-réponses, donc n'hésitez pas, vous avez encore la possibilité de poser vos questions dans l'onglet dédié. En attendant, voilà, j'aimerais rappeler que l'investissement du coup dans Silcoa pour cette seconde tranche est en action, vous l'avez compris. À partir de 300 €, vous pouvez devenir actionnaire ou réinvestir. D'ailleurs, si vous avez déjà investi dans la première tranche au sein d'une holding nommée Minimpact Silcoa, qui est créée du coup spécialement pour rassembler les actionnaires via lita.co. Et vous avez cette fois-ci, sur cette seconde tranche, en fait, la souscription en action est éligible à la réduction d'impôt à hauteur de 50% du montant investi. Donc c'est le premier projet sur lita.co qui propose un avantage fiscal aussi élevé. C'est en raison du fait que Silcoa bénéficie du statut de jeune entreprise innovante, donc qui a été créé là dans la loi de finances pour 2024, qui permet en fait à des PME de moins de 8 ans et qui ont des dépenses en R&D assez élevées de pouvoir bénéficier, proposer un taux attractif aux investisseurs. Pour rappel, ça reste un investissement risqué. C'est un des premiers projets d'ailleurs qu'on a proposé sur lita.co qui est en phase de R&D. En fait, c'est de la deep tech, donc c'est assez rare d'avoir ce type de dossier. Il y a un fort potentiel de rentabilité à la clé, avec un très fort potentiel de développement. Donc voilà, c'est bien d'avoir tout ça en tête au moment de l'investissement. On a une question de Marc-Antoine. Je te la pose en direct, Romain. Elle s'affiche aussi sur ton écran. Bonjour, merci pour cette présentation. Comment envisagez-vous la production à plus grande échelle des réacteurs à vendre? Des qualifications de sites par des organismes tiers sont-elles nécessaires? Alors, la production des réacteurs en tant que telle,
de manière générale, on a bien sûr des enjeux d'industrialisation pour Silicoa, mais finalement, les principaux enjeux d'industrialisation, ils se situent plus dans l'intégration. Comment dire, voilà, l'intégration de ce procédé-là dans la chaîne globale de la fabrication d'emballage que dans la fabrication des réacteurs en tant que tel. Fabriquer, parce qu'en fait, fabriquer ces réacteurs, fabriquer l'équipement qu'on a vu, c'est avant tout de l'assemblage. Le savoir-faire, il est dans quelque part le management des gaz, des choses comme ça, des températures, des pressions, enfin je passe dans la façon de faire fonctionner. Mais le réacteur lui-même, c'est de l'assemblage. On fait fabriquer une cuve sur mesure. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait nous, on le fait faire. Et ensuite, c'est de l'assemblage, du tuyautage, du montage, hein, en fait. Voilà. Donc, c'est pas forcément beaucoup de place, même si on fait 6, 10 réacteurs par an. C'est faisable même dans l'atelier qu'on a là, hein, qui fait dans les 500 mètres carrés. Donc cette montée en puissance, même pour atteindre, enfin même pour passer les étapes 2027-2028, enfin, c'est quelque chose qui se fait sans moyens colossaux. C'est pas une usine, c'est pas des chaînes de production, etc. Contrairement à d'autres projets. Et pour ce qui est des qualifications, j'ai envie de dire, il y a rien de très très particulier. On est dans la directive machine, donc c'est enfin vis-à-vis de nos clients, hein, donc c'est l'auto-certification CE par rapport à la directive machine. C'est quelque chose qu'on est déjà en train de faire d'ailleurs pour s'en assurer. Hein. On fait valider par la PAV, mais c'est plus une façon de se conforter. On n'est pas soumis à une obligation de faire valider quoi que ce soit. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Oui, n'hésitez pas, Marc-Antoine, à nous confirmer que ça répond bien à ce que vous attendiez. On a une question d'Alain. Merci pour cette présentation. Vous n'avez pas d'équipe commerciale dédiée. Est-ce que c'est nécessaire? Alors, on a dans l'équipe, je suis passé vite sur l'équipe, hein, vous avez vu vaguement leur tête, mais donc en fait, alors voilà, on peut la remettre. Faut que je minimise l'onglet sur la question à la tête. Ouais, merci. En fait, concrètement, sur le front commercial, il y a 3 personnes qui œuvrent. Il y a Olivier en haut à droite, qui fait partie des fondateurs, et il y a également en fait Erwan et Julie. En fait, comment aujourd'hui, on peut peut-être expliquer notre approche commerciale pour répondre plus largement à la question, au-delà de l'effectif. Notre approche commerciale consiste on a une double action en fait. On a une action auprès de ce qu'on appelle les end users, hein, dans le jargon, les utilisateurs finaux, donc qui sont les marques, les gens qui vont vendre des produits finis dans la distribution en général, voilà, notamment dans l'agroalimentaire ou dans la cosmétique. Alors on a une action avec eux et une action avec les transformateurs. Alors maintenant, l'action avec les marques, on va dire, elle a pour but de valider des architectures matériaux, hein, de dire que par exemple, ok, si je prends le fameux produit dont on parle là, hein, si on prend la cupule en question là, est-ce qu'effectivement elle va tenir le temps qu'il faut au contact avec des produits gras, humides, etc., etc. Même chose si on s'intéresse à l'emballage d'épices, même chose si on s'intéresse à une barquette pour des plats emportés, etc. Donc ça, c'est bien l'utilisateur final qui va valider. Donc, il y a un travail à ce niveau-là. Et ensuite, en parallèle, on a une action auprès des transformateurs, c'est-à-dire ceux qui vont fabriquer ces produits-là ou qui vont fabriquer les emballages, enfin les complexes de papier qui peuvent servir. Là, c'est un petit prototype avec un biscuit à l'intérieur. Voilà. Donc, on va également travailler avec ceux-là qui, rappelons-le, sont nos futurs clients, ceux qui véritablement vont acheter le réacteur pour faire le produit. Donc en fait, c'est un travail vraiment de type grand compte, de type projet de co-développement quelque part. C'est pas, on n'est pas dans une approche commerciale où on a sur étagère un produit tout fait qui ne demande plus qu'à être vendu. Donc c'est pour ça qu'une équipe commerciale, pour l'instant, effectivement, n'est. Alors, Olivier est au premier chef focalisé sur le suivi des projets que l'on a avec tous ces différents acteurs. Moi-même, j'ai quand même une partie de mon temps là-dessus également. Hein. J'ai quelques clients, on va dire, en pilotage
direct. Et puis Erwan et Julie sont plus on va dire les bras armés pour pour ensuite mener les projets ces projets de développement en partenariat avec ses clients. Donc c'est plus un travail voilà de projet sur mesure qui débouche ensuite sur une conviction que ok, le matériau est adapté et le transformateur concerné passe à l'action en s'équipant. C'est ça notre stratégie. Et ça, c'est vrai que c'est pas énormément consommateur je veux dire, il n'y a pas besoin de démultiplier à l'infini non plus les leads et les contacts commerciaux. L'enjeu, c'est plutôt de les transformer de la bonne façon dans ces projets que l'on mène avec eux, dans ces recherches de matériaux, adaptés au cas par cas à leurs besoins. Donc effectivement, dans nos business plans, on prévoit peut-être une deuxième personne en commercial pur, entre guillemets, mais enfin on est plus, vous voyez, dans l'ingénieur d'affaires à horizon 2027, mais 2026, 2027 peut-être, mais pas avant. C'est pas nécessaire, c'est pas pas ça qui freine aujourd'hui. Merci pour tes réponses. D'ailleurs, on pourrait peut-être faire un laïus sur depuis un an, depuis la sécurisation, la réalisation de la première tranche. Quelles ont été les avancées, les réalisations, notamment les recrutements peut-être aussi, jusqu'à aujourd'hui? Alors, effectivement, les grandes réalisations jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi? Alors, bon, effectivement, c'est de fil en aiguille une équipe qui couvre à peu près tous les compartiments du jeu, en tout cas du jeu actuel. Et encore une fois, le jour où il faut produire des réacteurs en série, entre guillemets, on ne se parle pas de 1000 réacteurs par semaine, s'il faut atteindre de l'ordre de la dizaine, il y aura besoin forcément d'un certain renforcement en qualité, en méthode de production, etc. Mais bon, on va se parler de 2, 3 personnes. Enfin voilà, c'est pas plus 15 quoi. Hein. Encore une fois, on se parle de quelques unités et puis d'une activité essentiellement de montage, etc. Bon, donc ça c'est effectivement l'aspect équipe. L'autre réalisation, c'est effectivement la mise en place de ces moyens pilotes, industriels pilotes. Bon, vous en avez vu la partie émergée de l'iceberg avec le réacteur, mais il y a quand même ce qui va autour. Hein. Il y a un minimum d'équipement d'un site, même si c'est un site pilote démonstrateur, que c'est pas une usine. Il y a quand même un minimum de choses qui ont été faites sur ce site, de système de vide, de gaz, de compresseurs, d'équipements de labos de caractérisation, etc. Donc tout ça, ça fait partie des réalisations qui ont pu être faites grâce à cette première tranche. Et également, l'avancée des projets a permis typiquement d'arriver à alors on a un ou deux autres projets un peu du même type, hein, alors celui-là est le plus abouti, le plus matérialisé, je veux dire, c'est on va dire le plus sympathique, au sens où on voit bien, puis ça a été présenté vraiment par des acteurs de la transformation auprès de clients finaux. Donc de ce point de vue-là, c'est le plus avancé. Mais on a d'autres projets voilà qui avancent avec des clients, soit transformateurs, soit encore une fois clients finaux. Alors on peut pas forcément les nommer parce que voilà, à chaque fois c'est. Celui-là, je l'ai nommé parce que de toute façon, il s'est affiché tout seul. Alors voilà, on n'en fera pas grand-chose en en parlant. Bon, pour les autres, faut rester plus discret. Mais voilà, donc alors c'est des réalisations qui restent encore du en cours au sens où à l'heure qu'il est, on n'a pas de commande signée pour un réacteur, mais en tout cas on a des partenariats, des projets qui s'enclenchent de manière un peu plus forte avec des clients en vue d'industrialiser quelque part des solutions concrètes quoi. Puis Encore une fois un peu dans cet esprit-là. Vous avez emménagé dans vos propres locaux Oui, aussi? c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, j'ai peut-être de... passé vite dans ce que j'ai dit avant, mais voilà, le réacteur que l'on a vu, donc qui est dans un local qui est donc situé dans les environs de Grenoble, à Montbonneau-Saint-Martin exactement, ceux qui éventuellement connaîtraient la région, donc dans la zone qui s'appelle Innovalley, une grande zone où il y a beaucoup d'industries plutôt high-tech d'ailleurs. Voilà. Donc oui, tout à fait. On a un site donc à peu près 500 mètres carrés, donc qui permet d'avoir ce réacteur pilote, qui permet d'avoir un labo dans lequel on fait des caractérisations, voilà, de tenue à l'eau, de tenue à l'huile, de tenue à l'humidité, etc.
Ça vous permet du coup enfin de pouvoir faire des démonstrations devant vos potentiels clients C'est et ça. c'est une grande C'est force ça. aujourd'hui. Et d'ailleurs, le 25 septembre dernier, on a fait une petite inauguration. Alors, on n'a pas pu vous inviter tous parce que ça aurait pas tenu, mais on a fait une petite inauguration avec à la fois pour le coup, Margot de l'ITA était voilà en tant que représentante des investisseurs. Voilà, il y avait également quelques clients avec lesquels on avance, dont un client qui a témoigné justement sur un projet que l'on menait ensemble. Voilà, bon, c'est d'après plutôt des acteurs locaux. Mais enfin, certains clients sont venus certains de Normandie quand même pour Ah oui. cette inauguration. Et tout le monde a pu, voilà, voir sur place ce procédé, les caractérisations qu'on fait. Et oui, oui, comme Émilie a raison de le souligner, aujourd'hui, c'est nouveau, enfin depuis quelques mois, depuis quelques petits mois, on peut proposer aux clients, venez nous voir, venez voir à quoi ça ressemble, ce qui effectivement est un atout important parce que ça paraît un peu mystérieux quand c'est pas un procédé usuel dans le milieu. Dans le milieu, les gens sont habitués à tartiner des couches de vernis, voire de plastique, etc., etc. Ils raisonnent à une échelle, souvent avec des très grosses machines, des trucs extrêmement lourds qui font plusieurs mètres, voire dizaines de mètres de long. Voilà. Et ils sont pas habitués à ce type de procédé. Donc, quand on en parle, ça paraît un peu mystérieux. Et le fait de voir, souvent, on a une remarque, c'est que ça. Enfin, sous-entendu, ça paraît. Alors, évidemment, il y a une complexité plus intérieure et il faut du savoir-faire, du management du procédé. Mais visuellement, on dit, c'est pas énorme, ça va. Les gens peuvent plus facilement se projeter, imaginer ça chez eux, entre guillemets, dans leur usine. Oui, c'est ça. Voilà, on matérialise que c'est quelque chose qui, d'abord, qui existe, c'est pas un délire C'est pas du vent. de Ouais. chercheurs du CNRS, Mhm. c'est touchable, c'est Non, intégrable, c'est un etc. atout, ouais. Donc, tout à fait, c'est un atout, ouais, important. On a des questions autour de la concurrence, donc notamment de Philippe. Bonjour Romain, quel est le caractère différenciant de la technologie par rapport aux procédés concurrents et quel gain est attendu pour les industriels avec quelle promesse de valeur? Question centrale et importante s'il en est. Alors, c'est un domaine dans lequel la concurrence est extrêmement protéiforme. C'est-à-dire que si on regarde d'une manière générale, finalement, par rapport à la problématique, si on revient par rapport à la problématique de base, hein, ce qui est comment diminuer le plastique, comment avoir des emballages les plus vertueux, les plus recyclables, les plus bon. Et de fait, beaucoup d'industriels se mettent un objectif de maximiser le taux de fibre, hein, on appelle ça comme ça, le taux de papier dans les emballages. Bon, si on revient à ces enjeux-là, de fait, il y a pléthore de solutions hein, entre des gens qui vont, alors plus ou moins vertes, hein, plus ou moins réellement vertes. Si vous regardez un peu sur LinkedIn, ça manque pas de posts en tout genre et de fake etc., etc. Bon, chose est-il que par rapport à tout ce qui peut exister, la singularité, pour ne pas dire l'unicité de Silcoa, c'est que c'est une solution qui se fait à apport de matière, on va dire, voisin de zéro, hein, puisqu'on se parle de la réaction produit quelques épaisseurs atomiques de céramique qui est chimiquement greffée à la surface de la cellulose. Et le bilan, si vous voulez, c'est que vous avez 99,99 voire 0,999% de cellulose après traitement. Ça, on ne connaît pas d'équivalent. C'est-à-dire tous les autres traitements, on se parle de pourcents, voire de dizaines de pourcents. Sans parler des alternatives qui consistent, enfin, si tant est que c'en est une, à plaquer un film plastique sur de la cellulose, c'est des choses qui existent. Hein. Ou alors à mettre tout un tas d'additifs, généralement pétrosourcés, à l'intérieur, ce qui permet de faire des gobelets soi-disant sans plastique, mais sauf qu'en fait, vous avez une résine qui est du plastique à l'intérieur. Enfin bref, il y a plein de faux amis là-dedans. Donc voilà, donc grosse particularité, c'est, la singularité extrêmement forte, c'est un apport de propriétés, donc de type barrière, protection, humidité, etc., qui se fait avec un apport quasi nul de matière. Et donc la singularité, la promesse de valeur, c'est bien ça, c'est-à-dire on peut atteindre des propriétés fonctionnelles
en maximisant, voire dans certains cas, en étant à 100%, enfin 99,99% cellulose. Voilà. Donc, Et ce qui est du coup le fait d'avoir une maximisation de cellulose moulée dans l'emballage, c'est ce qui permet aussi derrière de favoriser la c'est ça. recyclabilité. Alors, c'est ça. Une des conséquences. Alors, en fait, il y a deux impacts. C'est que en soi, alors nous, en tout cas, on considère que en soi, le fait de minimiser enfin, idéalement réduire ou en tout cas minimiser le plastique, c'est en soi, ça a en soi de la valeur. J'ai envie de dire, et même au-delà des analyses de cycle de vie, de l'impact carbone, etc. Sur l'aspect qualitatif des pollutions microplastiques, nanoplastiques, etc. qu'on retrouve dans l'océan, dans les tortues, etc., etc. Bon, en soi, on adresse directement ce problème-là. Donc, voilà. Et effectivement, plus le fameux taux de fibre, certains industriels ont un objectif du type, on veut 90% de fibre. Bon, des gros qu'on a vus qui ont clairement, pas tous, mais certains ont ce type d'objectif. Eh bien, clairement, plus vous avez de fibres dans un emballage complexe, plus effectivement la recyclabilité est élevée. Donc, ça a un impact direct sur la recyclabilité. Et donc la conformité aussi aux réglementations qui viennent, mais qui globalement sont dans une tendance d'exigence croissante en termes de taux de recyclabilité des emballages, de pourcentage de matières recyclables, etc. Donc on permet d'atteindre ces objectifs, encore une fois, en apportant des propriétés qui, entre guillemets, ne coûtent rien en termes de taux de fibre, contrairement à toutes les autres solutions. Très bien, merci pour tes réponses. N'hésitez pas, Philippe, à nous confirmer que ça répond bien à votre question. Ça répondait aussi à la question d'Axel. Merci pour vos questions autour de la concurrence. On a une question d'Héloïse. Bonjour, comment est constituée la gouvernance à ce jour, notamment après le départ de Frédéric Mercier, cofondateur? Alors, la gouvernance, alors en fait, à deux niveaux, je vais répondre à deux niveaux, au niveau s'agissant de la gouvernance. On va dire sur le management opérationnel, donc on va dire plutôt gouvernance de type comité de direction, comité de pilotage. Enfin, nous, on l'appelle comité de pilotage. Là, on a donc une équipe constituée, en fait, si on remet la slide, équipe, en fait, qui est toujours là, mais si on la grande. Non, la slide équipe là. Voilà. Donc le comité de direction, on va dire, c'est Olivier, Erwan, Mathieu et moi. Donc de ce point de vue-là, on pourrait dire que Mathieu s'est substitué à Frédéric Mercier. Après, je reviendrai là-dessus, sur ce changement. Ensuite, il y a la gouvernance à l'étage au-dessus, c'est-à-dire board, comité stratégique, où là sont présents pour Silcoa, Olivier, Muquet et moi-même. Et ensuite, dans le board, on a les représentants des investisseurs, enfin, avec deux membres votants et deux membres censeurs, dont l'ITA, représenté par Margot Mabille. Voilà. Bon, pour revenir à l'impact du départ de Frédéric Mercier, en fait, on peut dire que c'est un changement qui s'est fait au bon moment, c'est-à-dire que Frédéric Mercier, rappelons-le, est du coup toujours chercheur au CNRS. C'est lui qui, avant même que l'entreprise soit créée, à peu près 3 ans avant, a commencé très vite, accompagné par Erwan Jikel, qui lui est toujours présent, à explorer les potentialités de ce traitement, la façon de le faire, etc., etc. Après, plus récemment, donc une fois embarqué dans le mode entreprise, finalement a pris conscience qu'il voyait sa voie ailleurs et qu'il se sentait plus à l'aise finalement de revenir dans l'environnement de la recherche. Quand je dis que c'est arrivé au bon moment, c'est que finalement les enjeux maintenant sont plus de fiabiliser, de maîtriser, de délivrer des choses concrètes en interaction avec des problématiques industrielles, etc.,
Et c'est pas forcément là où Frédéric avait le plus à exprimer. Et voilà. Donc quelque part, moi je résumerais presque ça en disant, il est resté. Enfin, parce qu'encore une fois, le projet a démarré avant l'entreprise. Hein. Donc si on regarde l'histoire du projet globalement, donc en intégrant la phase préhistorique entre guillemets, pré-entreprise, Frédéric a apporté à ce moment-là, et le relais a été pris après avec des gens, typiquement la personne de Mathieu Mosca, qui lui incarne vraiment la dimension industrielle, et ensuite a relayé, enfin, comment dire, renforcé par Bastien Pérez en technicien procédé, et puis la prochaine recrue qui s'appelle Maxime Dessouza, qui vient de la société Soitec, en tant que ingénieur voilà, R&D procédé. Voilà, on va dire ces trois personnes pour simplifier, voilà, prennent le relais sur la dimension de mise au point, optimisation industrielle, etc., par rapport à la dimension précédente qui était plus exploratoire. Et s'il y a aujourd'hui, on voit plus d'exploration, de recherche, au sens recherche de solutions, etc., au-delà de la mise au point du procédé, qui encore une fois sont plus des enjeux de fiabilisation, de maîtrise, les enjeux d'exploration, ils se situent plus dans les recherches de matériaux, de combinaison avec les différents types de cellulose, des différents types de papier, les autres traitements existants, ce qui rejoint un peu les questions sur la concurrence. Et là, c'était de toute façon pas spécialement le domaine de Frédéric. Et soit dit en passant, pour terminer sur le sujet, les liens avec le laboratoire d'origine de Frédéric Mercier sont totalement maintenus. Hein. On a une thèse en cours, financée par l'ADEME. C'est le collègue de bureau de Frédéric Mercier qui chapeaute cette thèse. Et d'ailleurs, on continue d'avoir des échanges avec Frédéric, un peu plus informels, mais voilà. C'est un bon terme. Ah oui, on s'est pas coupé d'une source de savoir et puis d'ouverture, même si c'est moins directement en lien avec voilà des objectifs à atteindre et des clients à satisfaire et des projets à boucler. Quoi. Je comprends tout à fait. Merci pour tes éléments de réponse à ce sujet et la transparence aussi. On a une question de Jérôme. Merci pour cette présentation. Le coût du papier a évolué fortement à la hausse ces dernières années. Quel est le niveau de risque lié à la matière première et est-ce que la production peut suivre si la solution d'emballage papier se généralise? Alors, il y a peut-être deux questions en une. Enfin, en tout cas, sur l'aspect économique. De manière générale, sur l'aspect économique, il est clair que un industriel qui veut bouger d'une solution actuellement, enfin quelqu'un qui a actuellement une solution en plastique, comme ça, enfin c'est du papier, mais admettons l'équivalent en plastique, ou un sachet, voilà tiens, des emballages de ce type-là dans du plastique, remplacé par un emballage en papier complexe, on va dire, de ce type. Eh bien, ce changement, il s'accompagne d'un surcoût. Le papier, de toute façon, coûte plus cher que le plastique. Déjà, on en met un peu plus en quantité, plus ou moins en masse. Les procédés de transformation du plastique sont ultra matures, ultra optimisés. On peut atteindre des épaisseurs extrêmement fines, etc., etc. Bref, sans même parler de nous, le papier coûte plus cher. Donc, si ces changements sont de toute façon dictés, soit par une volonté délibérée de l'entreprise de se positionner, de faire des progrès sur le terrain du cycle de vie, de l'impact environnemental, etc. Éventuellement poussé, aiguillonné par la réglementation, mais enfin, à un moment donné, c'est ce type de motivation qui dit que c'est pas un gain, c'est pas un gain économique. Voilà. Alors ensuite, s'agissant et sur ce dernier point, enfin, on a des discours très clairs, en tout cas des clients qui s'intéressent au sujet sur ce sujet. On en a aussi d'autres qui clairement attendent que la pression augmente pour bouger. Hein. Voilà, donc on a affaire à un peu tous les comportements. Maintenant, pour revenir sur le sujet de la production, ça fait partie des sujets qui font débat. Hein. Alors d'une manière générale, pareil, en matière de transparence, nous, même chez Silcoa, on considère que le meilleur emballage, c'est celui qui n'existe pas, hein, quand même, hein, d'un point de vue environnemental. Hein. Donc ça, c'est clair. Donc on prétend améliorer ce qui existe, mais c'est sûr que plus on peut se passer d'emballage, mieux c'est. Donc un emballage, même si c'est un emballage en papier, c'est évidemment pas la panacée. Maintenant, s'agissant
du flux, enfin de la pression sur la production, etc. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a enfin, globalement, nous, les infos qu'on a, c'est que on est plutôt dans une stabilité au global, au sens où il y a de moins en moins de besoins sur tout ce qui est print, enfin impression, voilà, papier pour écriture et autres. À côté de ça, il y a une augmentation des emballages liés à la vente en ligne et autres, mais qu'au global, c'est quand même plutôt d'un point de vue très macro, une stabilité. Bon, donc aujourd'hui, on n'a pas le sentiment que c'est quelque chose de directement menaçant pour nous, d'autant que pour ce qui nous concerne, enfin, soyons aussi lucides, c'est pas l'intégralité des emballages, quelle que soit la réussite de Silcoa, c'est pas l'intégralité des emballages qui vont basculer. Il y a de toute évidence des domaines où techniquement c'est pas pensable d'envisager des emballages en papier ou en cellulose moulée, donc ce sera de toute façon une partie. Donc voilà, sur ce point-là, on n'a pas de réponse absolue, si ce n'est de relativiser quand même la problématique globale de tarification, enfin de raréfaction et autres de la ressource. Ouais. Oui, puis la demande est de plus en plus forte aussi de la part des marques et des industriels. Et je pense c'est 2040, je crois, l'arrêt du oui, plastique à usage unique. la deadline de la loi GEC, quoi, effectivement. Oui, oui. Donc Oui, voilà, il y a oui. quand même un gros potentiel de marché déjà présent et à venir aussi avec cette loi qui est assez favorable à la solution Silcoa. Merci pour tes réponses. On a quelques autres questions. Alors, on avait une question, j'ai vu, sur la valorisation aussi. Alors, pour rentrer peut-être dans les conditions d'investissement de la seconde tranche, quelle est la différence de valorisation entre la première et la seconde levée? Est-ce que tu peux nous dire un Alors, mot? quand on parle de première, seconde levée, on parle quoi? De la première tranche et de la deuxième tranche? Oui, je pense, hein, Philippe, j'imagine que vous... Parce qu'il y a en effet un petit changement de valorisation Oui, entre oui. les deux tranches. D'accord. Oui, non, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que quand on parle, c'est pour ça que je pose la question pour différencier d'une future autre levée que j'ai évoquée à l'horizon de 2026. Là, on se parle fondamentalement, enfin, vu de quoi, en tout cas, de la même levée au sens où, voilà, on est dans un, quand on a fait la première tranche en juillet 2023, on était déjà dans la perspective de la deuxième tranche. C'est-à-dire que c'était une levée en deux tranches. Voilà. Alors effectivement, la particularité de l'ITA, c'est que ça se matérialise du coup par deux collectes, avec potentiellement des nouveaux arrivants entre la première et la deuxième. Mais tout ça a été conçu d'entrée de jeu dans une seule levée en deux tranches. Et effectivement, pourquoi il y avait deux tranches? Il y avait deux tranches parce que comme tout projet deep tech d'ailleurs, mais parce que il y a des risques, des inconnus, etc. Et donc du coup, il y avait un système de jalons. On avait positionné, on était convenu d'un certain nombre de jalons qui devaient être atteints ou évalués avec des critères qui devaient être évalués à mi-parcours, c'est-à-dire maintenant, donc en fin septembre exactement, avec 3 jalons justement liés à l'avancement de projets commerciaux, liés à certains atteintes de paramètres techniques au niveau du traitement de bobines, etc., de la mise en place du démonstrateur. Et en fait, l'atteinte plus ou moins complète de ces jalons conditionnait, alors au pire, conditionner la deuxième tranche tout court dans son existence, dans le pire des cas, et dans un deuxième ordre d'importance, conditionner la valorisation. Et donc là, alors heureusement pour nous, heureusement pour nous, on a coché tous les jalons. C'est ce qui a été acté en comité stratégique de septembre, en fait, courant septembre, là, fin septembre. Et donc la conséquence, c'est que effectivement cette deuxième tranche est faite à cette nouvelle valorisation. Après, il y avait des valorisations intermédiaires en cas d'atteinte partielle, etc. Alors du coup, la première tranche, la valo était à 2,9 millions.
Et là, on est donc entre 5 et 6 millions, c'est ça de... Alors j'ai en tête les valeurs de part de Silcoa hein, qui sont passées de 58 à 77. Oui, mais ça représente... Voilà, donc ce qui du coup, effectivement, en termes de valo, alors j'ai pas le calcul sous les yeux, je suis désolé. Non, oui, mais j'avais Ouais, fait le calcul de mon mais voilà, côté. c'est ça. Ouais. On va vous mettre à disposition d'ailleurs au moment où la collecte sera ouverte. Donc, d'ailleurs, elle ouvre prochainement. Restez connectés. Vous aurez accès à la fiche d'information clé de l'investissement. Donc, c'est le document AMF, mais qui résume toutes les conditions de votre investissement, vos droits en tant qu'investisseur au sein de la holding, et aussi donc le calcul de la valorisation. En effet, ça reste quand même une valorisation qui a été négociée avec les co-investisseurs. D'ailleurs, est-ce que tu veux nous parler peut-être de comment va être réalisée cette deuxième tranche? Est-ce que c'est les mêmes co-investisseurs? Ah oui, oui. Donc la deuxième tranche, c'est exactement les mêmes. Alors avec une toute petite subtilité, c'est que quand on a fait la première tranche, donc les co-investisseurs en question, oui, il n'y a rien de secret, hein, c'est la société UI Investissement qui était au début, qui intervenait en co-lead, hein, comme on dit, avec la société Craxi, mais qui depuis a été absorbé par UI Investissement. Donc en fait, maintenant, il n'y a plus que UI Investissement, qui est un acteur hein, national, mais avec beaucoup d'implantation régionale. En fait, UI Investissement a cru par acquisition, voilà, typiquement, voilà, de Craxi. C'est eu de nombreuses opérations similaires dans le temps. Donc l'autre qu'investisseur, c'est le Crédit Agricole, avec sa filiale d'investissement Crédit Agricole Alpes Développement. Et puis, on a deux personnes physiques indépendantes qui sont les anciens dirigeants du groupe Materne Mont-Blanc. Voilà. Et donc ça, c'est quand on a vraiment lancé l'opération. Et en fait, très vite, c'est rajouté un fonds régional Auvergne-Rhône-Alpes géré par UI Investissement. Il se trouve que c'était en cours de négociation que UI Investissement soit finalement le gestionnaire de ce fonds public. Et du coup, il y a eu un petit ticket complémentaire qui s'est greffé à la première tranche. Et donc, on retrouve tous ces gens-là, à part strictement égal, hein, tout est pari pas su, dont le fonds régional. Très bien, très clair. Tout ça vous sera détaillé donc dans les documents téléchargeables sur la page Lita. Je vous l'ai mis dans le chat, n'hésitez pas à vous y rendre. Si vous n'avez pas encore réservé votre investissement, je vous invite à le faire pour que vous ayez le top départ en avant-première et que vous ne ratiez pas l'opportunité parce qu'on est en sursouscription là sur la pré-collecte. On est à plus de 350 000 euros pour un objectif de 225 000. Donc ça va aller assez vite. Petite subtilité quand même sur ce démarrage de collecte qui est prévu très bientôt, c'est que la collecte est ouverte en priorité aux investisseurs historiques, donc de la première tranche. Donc, si vous en faites partie, je vous invite à ne pas trop tarder si vous voulez participer à cette seconde tranche. Voilà, on a une dernière question peut-être et après je te laisserai le mot de la fin. Donc, on a une question de Phil. Bonjour Romain, dans le futur, plutôt court terme, est-ce qu'il y aura d'autres levées de fonds Lita ou d'autres pour le développement de Silcoa? Tu l'évoquais un peu. Alors oui, c'est ça, c'est ce que j'ai effectivement évoqué, c'est que on envisage, au-delà de cette deuxième tranche qui est donc une autre levée, mais qui était prévue, hein, qui était déjà un peu calibrée, etc. Dès la première tranche. Donc au-delà de l'opération en cours, donc oui, on prévoit une autre levée horizon fin 2025, plutôt début 2026, dont le montant reste encore à calibrer et qui aura pour objectif, pour le coup, en tout cas c'est notre ambition, d'accompagner pour le coup le démarrage de alors à la fois continuer parce que c'est sans fin, à la fois continuer la mise au point, la R&D, etc. Et puis surtout accompagner le démarrage d'une première vente de réacteurs. Prévu en 2026. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ton temps Romain, pour tes questions. Merci à toutes et tous pour vos questions aussi. Merci à vous. Et je pense que on se retrouve très bientôt sur le site de Lita. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos équipes ou à nous écrire sur le chat. Voilà, on est à disposition pour vous répondre. Merci Romain, à très bientôt. Merci. Et au revoir et bon appétit.